Je suis Elizabeth Anderson, compositrice de la musique acousmatique. J'enseigne au Conservatoire de Mons. Je suis américaine d'origine, ça s'entend certainement, dans ma voix. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ma technique de gestion spatiale dans ma pièce la plus récente qui s'appelle L'heure bleue, Renaître du silence. Alors, en contraste avec la présentation d'Annette, il y aura beaucoup moins de texte. J'ai fait ça exprès. Je vous expliquerai peut-être par après. Deuxième chose, mon texte est en anglais et je vous fais une traduction oralement en français. La version en français complètement académique va apparaître, sera éditée. Voilà. Donc, alors, attendez, parce que ça, c'est le... Voilà. Je vais vous parler de l'espace dans la vie et dans l'art pour vous donner un contexte sur moi et mes pensées au sujet de la composition multiphonique, acousmatique en multiphonie. Avant que je plonge dans la gestion de l'espace dans l'heure bleue, parce que ça c'est déjà très MIDI, donc c'est très, il y a pas mal de sons, il y a pas mal de dessins, et je voulais quand même vous donner une petite base. Mais je verrai, il faut que je calcule le temps aussi. On peut dire que l'énergie et la matière réclament l'espace comme une partie de leur identité, ce qui rend l'espace tangible et vivante. Je pense que mes étudiants dans la sémiologie vont comprendre ça parce que ça fait partie de mon cours de sémiologie aussi. Ça vient de ma thèse, du doctorat. Et donc, si on pense que la structure devient tangible quand l'énergie et la matière sont perçues, on peut assumer que la structure devient tangible. Et donc, l'être humain perçoit l'énergie et matière et donc leur organisation formelle dans l'espace à travers le sens. Mais c'est là, oui, le sens la plus perfectionnée pour sentir et cerner l'espace. Et donc, afin de parler du rôle de l'espace dans la musique acousmatique, on peut, du départ, examiner le rôle de l'espace dans un contexte plus large de l'art. Souvent, l'art est fait pour répéter et expliquer la réalité. Et il y a différentes formes d'art qui dépendent sur différentes formes d'organisation spatiale et structures pour communiquer différents messages de réalité. La musique était toujours pensée de s'adresser à l'âme et donc comme une forme d'art qui ne se déploie pas dans l'espace, puisque l'espace n'est pas traditionnellement vu de se déployer dans l'espace. Donc, avec l'advent, avec le début de la musique électroacoustique et acousmatique, l'architecture et l'emploi de l'espace est devenu un processus de structure, un paramètre compositionnel qui peut guider d'autres processus tels que le spectre et l'espace, et le temps. Et voilà, maintenant je vais vous donner, ça c'est la chose académique. Alors, en perspective un peu plus personnelle, et ça va changer radicalement. Je suggère, et je pense qu'il y aura quelques personnes entre vous qui seront peut-être d'accord, que nous employons notre oui de moins en moins dans le XXIe siècle. Nous sommes de plus en plus dirigés vers une culture qui est visuelle, à travers les avances constantes de médias et de communication. Et c'est une sorte de warning. Si on ne cultive pas notre écoute, notre oui, nous allons perdre une partie importante de notre humanité et héritage. Alors, je mets un peu le casque de prof, là, mais je crois en ça, c'est vraiment très important pour moi. Et ceci, pourquoi? Parce que on a expérience beaucoup de la condition humaine, telles que les émotions, les pensées et les images, qui sont catalysées par le son, et particulièrement la musique qui nous arrive par l'espace. Mais ça va beaucoup plus loin que ça.
La vue est une activité frontale, mais nous pouvons écouter en 300 degrés. Excusez-moi, 360 degrés. Et nous pouvons écouter différents types de sons en différents paramètres spatiaux et proximité avec une précision inouïe, même sans voir la source. Et donc, nos environnements sonores sont beaucoup plus variés et beaucoup plus subtils qu'ils apparaissent. Mais ils relâchent, ils donnent leur secret sonore et spatial seulement dans le temps, parce que ça prend du temps d'écouter quelque chose attentivement. Et le temps est la chose que le 21e siècle menace. Et je parle big time. Le son et l'espace que le son habite, ça prend du temps à percevoir et on ne peut pas le comprimer. Il y a beaucoup d'autres sens et beaucoup d'autres voies de perception qui peuvent être comprimées, telles que la vision. Alors, s'il y a parmi vous les gens qui sont écrivains, vous allez me tuer après, mais on peut lire plus vite de façon diagonale dans un texte, mais on ne peut pas comprimer quelque chose de sonore. Et alors, voilà. Et donc, je pense qu'on n'entend pas, on n'écoute pas aussi attentivement à nos environnements sonores. Par exemple, et voilà d'où vient le lien vers ma pièce, il y a beaucoup de forêts qui comprennent des oiseaux qui chantent le soir et la nuit, et d'autres qui chantent dans la journée. On peut dire, quand on est dans une forêt, simplement par écoutant le type de chant d'oiseau. En plus, on dit que dans la nature, il y a un type de silence juste avant l'aube, après que les oiseaux de nuit s'arrêtent à chanter et avant que les oiseaux de l'aube commencent à chanter. Et c'était ça qui est la base, l'inspiration pour ma nouvelle pièce, L'heure bleue. Alors, je vais essayer, parce que je vois que le temps passe vite. Alors, il y a beaucoup d'espace dans la musique acousmatique, mais je vais vous en parler de deux, l'espace spectral et l'espace en 3 dimensions, parce que les deux sont mis ensemble, on ne peut pas les divorcer, mais voilà. Pardon, ça c'est une chose un peu comprimée. Alors, ensuite, attendez, est-ce que la musique, l'espace dans la musique acousmatique tel que est inspiré par l'espace dans l'âme. Je vais essayer d'aller vite et vous expliquer. Alors, l'espace quoi? Quelle est la relation entre l'espace et l'être humain? Et je vais vous expliquer mon point de vue. Un de mes points de vue. Moi, j'étais toujours intéressée dans et très sensible à l'espace du point de vue physique et du point de vue artistique. Je propose que l'espace fait un cadre pour et permet pour des formes malléables éternellement et à la fois l'espace est simultanément présent de façon intime. Donc, l'espace peut être à la fois immense et intime. Et pour vous qui connaissez Bachelard, voilà, donc ça vient de Bachelard. Mais j'ai pensé à ça avant de lire le Bachelard. J'étais quand même un peu fière. Alors, je propose maintenant que le concept d'immensité est dans l'imagination humaine. Je propose aussi qu'on peut comprendre comment l'espace peut être imaginé d'une échelle de ce qui est humain et très intime vers une échelle qui est sans limite. Alors, on peut imaginer toutes sortes de perspectives spatiales qu'on veut. Du point de vue de l'espace et du son, on sait non seulement que l'énergie est à l'intérieur du matière, on sait aussi que l'espace est à l'intérieur de l'énergie et donc à l'intérieur de matière. Donc, du point de vue de physique, l'espace peut être vu imprégner, soutenir et permettre toutes sortes de sons. Mais si on pense à l'espace avant de faire le son, la possibilité pour le dessin spatial ne doit pas être limitée à l'impression spatiale dans un son.
au lieu de ça, le dessin spatial peut guider et définir un son puisque l'espace et la gestion de l'espace est gouvernée par l'imagination du compositeur. Je tiens très fort à ça. Voilà, alors, en avant, je vais vous pas avec le sonore, parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai des images spatiales, mais pas avec le son en même temps. Pourquoi? Parce que ça, vous allez privilégier l'image et non pas le son. Alors, j'étais un peu mauvais, j'ai fait ça exprès. Alors, ah oui, voilà. Quelques mots sur mon approche sur la composition acousmatique en multiphonie. Le choix de dessin spatial et le choix de thèmes, normalement, sont intégrés les uns dans les autres. Je ne pense pas à l'espace et puis à un thème ou bien vice-versa. C'est intégré. Et pour moi, le dessin octophonique, pour l'instant, je travaille en octophonie, peut être fait dans plusieurs formats. Et il y a, par exemple, attendez, voilà. Oups, mince. Je suis allée trop loin. Une autre fameuse... Ah, mais attendez, ça ne suit pas. Voilà. Mais, OK, c'est un peu étrange ici parce qu'il y a deux fenêtres. Mais voilà, je pense que vous voyez. Mais ça, c'est la fameuse rotation. So what? Well, alors, vous pouvez aller dans tous les sens que vous voulez. Mais ça, c'est quelque chose de très classique. Et je pense qu'il y a beaucoup de compositeurs qui le font. Voilà, il est là. Donc, il est très utile. Donc, il y a ça. Il y a aussi, on peut faire les trajectoires courtes. On n'est pas obligé d'employer 8 canaux. On peut employer 1 à 7. Et voilà. Là, j'ai une trajectoire, vous voyez ça très bien, mais il y a un espace entre le canal 3 et 4 et 5 et 6 pour plein d'activités. Donc, j'emploie ce genre de choses souvent dans ma musique. Ensuite, il y a certainement les trajectoires étranges. On peut penser, oulala, et quand on le fait, parce que j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai fait des essais à l'infini avant de trouver des choses qui sont belles. Mais parfois, les choses qui sont utiles ne sont pas les choses qui sont belles. Par exemple, les trajectoires étranges, comme ça, on peut dire, mais à quoi ça sert? À beaucoup de choses. Et on peut le superposer jusqu'à un certain point, mais il faut absolument écouter la composition de l'espace à chaque couche, parce que sinon, comme Annette disait, ça peut vite devenir un sort de brawl. Voilà, mais j'emploie ce genre de gestion, mouvement assez souvent. Voilà, donc ça c'est une chose simple. Alors maintenant, ça ici, il s'agit de quelque chose qui a été développé par Alexis Boily, mais qui est certainement repris dans d'autres logiciels. C'est dans un patch max qui s'appelle Spatule 1. On peut faire des mouvements de différents types, soit en symétrique, soit miroir, soit follower, donc suiveur, ou bien fixed. Ici, vous voyez le mouvement symétrique, mais on n'est pas obligé de faire 1 et 2 à 7 et 8. On peut changer la disposition d'enceinte pour avoir toutes sortes de symétries latérales aussi. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant aussi parce que vous entendez différemment le trajectoire latéraux par rapport à ce qui va du devant vers l'arrière et vice-versa. Voilà. Donc, en plus, ça, c'est quelque chose, le miroir. Vous voyez ce qui se présente un peu comme les œufs de Pâques. Souvent, quand je commence avec un son en miroir, et je commence avec le canal 1 et 8, je tourne vers le 2 et le 7, et le 3, voilà, mais vous voyez, il ne faut pas que je vous dise la couleur. Je pense que vous pouvez suivre. Mais c'est très intéressant parce qu'un son en mouvement miroir, un son lié à la source, peut devenir surréel parce que le mouvement n'est pas le mouvement associé et l'espace n'est pas associé avec le son. Donc voilà, déjà là, avec un mouvement de miroir, on s'éloigne de l'espace lié à la source. Ensuite, je vais vous expliquer. Ah, ça c'est waiting.
Et je ne sais pas comment le dire en français autrement que densification d'un mouvement par la trajectoire supplémentaire. Si j'aimerais avoir plus de son sur le canal 2 et progressivement 4 et progressivement 6, je fais des arcs en plus parce que si je soulève le volume sur un canal octophonique, je vais soulever tout et tout le mouvement sera plus fort. Or, si on ajoute la chose, le mouvement en plus, les enregistrements en plus, on peut faire une sorte de densification qui tire l'espace un petit peu dans un sens ou bien dans un autre. Et ça, c'est une chose très, très importante parce que nulle part dans votre vie, vous allez trouver un espace complètement symétrique. Je pense rarement. Nous avons des sons de travaux ici à côté, à votre droite, plus fort qu'à votre gauche. Voilà un exemple très, très simple. Alors, donc, ça c'est une chose importante. Aussi, vous pouvez allonger ou bien continuer avec un trajectoire. Pourquoi vous le voyez en petits points? Parce que le volume est moins fort. Et donc, je peux commencer avec quelque chose de plus fort en allant contre les aiguilles d'une montre et ça diminue. Mais le son ne diminue pas, le son lui-même, c'est le courbe de volume qui diminue. Donc le son a beaucoup d'énergie, mais c'est le volume qui change à la fin. Et je trouve ça quand même subtil à faire des choses comme technique. Alors, en plus, et tout ça, j'ai employé dans le bleu, tout ce que je vous montre. Alors, en plus, on voit une sorte de densification d'une partie d'un espace. Alors, dans ce cas-là, l'espace, il n'y a pas de trajectoire, mais l'espace est plus penché vers la gauche que la droite. Donc, ça, c'est quand même important. Je dirais un petit mot sur l'importance des sons qui ne sont pas spatialisés. Horreur. Est-ce qu'on emploie les sons qui ne sont pas spatialisés dans une pièce multiphonique? Absolument, parce que, comme la vie, il y a beaucoup presque tous les environnements dans lesquels nous sommes qui ont un mélange de mouvements spatiaux, de sons qui bougent et d'autres qui ne bougent pas. Et pour moi, je trouve qu'une pièce de musique ne doit pas être moins complexe que ce qu'on entend dans la vie, parce que sinon, on va décrocher tout de suite. Et donc, il faut avoir une certaine complexité, à mon sens, pour que ça tienne. Complexité bien faite, bien sûr. Et ça prend un temps fou. Donc, pour moi, oui. Ça, on ne peut pas comprimer une chose. Parce que pour ça, je ferai 5-6 essais. Et puis, il y aura peut-être un qui va fonctionner. Ou bien 10 essais et 0. Et je pars du studio. Well, non, ça n'a pas fonctionné. Le lendemain, je commence. Mais ça fait partie du rôle de compositeur. Voilà. En plus, voilà, vous ai parlé de sons qui ne sont pas spatialisés, qui, à mon avis, donnent une impression de richesse à une pièce. Voilà. Et donc, je vais aller vous expliquer quelque chose de super simple. Et c'est l'ouverture d'un espace en plan stéréo. Voilà, vous voyez 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous pouvez dire, et alors quoi? C'est très simple, mais si vous menez ça, ou bien vous pouvez faire le reverse, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2, ou bien commencer avec 1, 2 et 7, 8 et progressivement remplir l'espace vers le milieu. C'est très simple, mais c'est subtil. Et quand vous avez d'autres choses qui se passent en même temps, il y a quelque chose qui change. Mais bien sûr, il ne faut pas mettre un son granulat à 0 dB parce que ça risque de masquer tous les autres espaces. Mais un son très fin, employé dans ce sens-là, peut être très intéressant. Et il faut essayer. Et c'est ce que j'ai essayé. J'ai fait beaucoup d'essais.
si vous avez le temps. Et donc, ensuite, voilà, ce sont les choses, mais je suis allée trop vite. Je vais dire deux, trois mots au fait que le compositeur ne peut pas sous-estimer le pouvoir de différence d'amplitude. C'est super important. Et en plus, du placement d'un son dans un espace, parce qu'un son devant n'est pas le même son derrière. Et un son devant avec une telle amplitude n'est pas le même son qu'un son derrière. Il y a différents traits qui arrivent à l'oreille selon où le son se situe dans l'espace. Par exemple, il y a parfois un son, je l'emploie pour ses propriétés secondaires ou bien tertiaires, parce que je le mets dans un espace où ces propriétés sont mises en évidence. Et donc, par exemple, il y a des sons que j'emploie dans le canot derrière que je ne vais jamais employer devant. Donc, tout ce pour dire, il ne faut pas jamais jeter un son que vous ne pensez pas être utile pour le canot 1 et 2, si vous employez une octophonie standard, parce que ce son-là que vous pensez peut être moche devant peut être absolument fabuleux derrière, parce qu'on l'entend, l'acoustique est complètement différente pour l'oreille. Alors, en plus, personnellement, je combine, et c'est ça où ça commence à maintenant expliquer, je suis en ligne avec mon slide. Au rapport, je combine souvent différents types de sons avec les différents types et intensité de modulation interne. Donc, ce que j'appelle un facteur de tactilité. Ce que Schaeffer disait en grain. Parfois, ils sont pulsés, ou parfois il y a de petites perles, parfois les engrenages, parfois le son mécanique, ou bien parfois les sons qui sont lisses comme la soie. Et je trouve que c'est très important pour moi de mener différents sons parce que ces différents grains ou bien facteurs de tactilité vont occuper l'espace en 3 dimensions différemment. Voilà. Il ne faut pas oublier l'importance des sons qui sont lisses, parce que pour moi, dans mes pièces qui sont très très denses, c'est un facteur important parce qu'on peut reposer avec quelque chose de lisse. On peut avoir un peu d'espace, excusez-moi pour le jeu de mots, pour respirer, l'espace psychologique et l'espace perceptif. Voilà. Alors, donc un son comme ça, il est important. On peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne le garde pas uniquement sur le canal 1 et 2? Non, je diffuse, je spatialise tout parce que parfois, le son comme celui-là peut être employé comme une voile. Alors, vous entendez rien parce que je vais couper ce que vous voyez pour vous jouer les extraits. Voilà. Alors, ça, c'est un son, une image d'un son qui occupe tout l'espace octophonique. C'est un son qui est harmonique, donc qui a un hauteur, mais qui a quand même un facteur de tactilité, on peut le prendre en main. Voilà. Alors, donc, pour moi, je vois que le temps avance très, très vite. Donc, je pense qu'il faut que je passe à l'écoute. Alors, l'heure bleue, vous allez voir que ça, sorry. Parce que nous allons écouter. Alors, la partie de la pièce que je vais vous montrer est un méta-environnement. Donc, qu'est-ce que c'est un méta-environnement? Pour vous, dans la sémiologie, vous le souvenez peut-être. Un méta-environnement c'est un environnement compositionnel qui est inspiré par les enregistrements de base. Mais ce type de topologie est aussi le fruit de l'intérêt et l'enthousiasme qui s'étendent au-delà des enregistrements de base pour embrasser le phénomène sonore et non sonore associé avec le paysage correspondant au son de base. Donc, c'est très différent. Donc, c'est une sorte d'hyper-réalité, en gros, pour résumer, qui fonctionne comme un pivot entre la réalité et l'abstraction. Il est très, très utile parce que c'est une sorte de porte. On peut glisser de ce qui est abstrait vers la réalité et vice-versa. Et justement, cette section-là vient commence avec, excusez-moi, et aboutit, suit une section qui est très abstraite
Et à la fin de cette section, il donne sur quelque chose de très réel. Et si j'aurais passé de l'abstrait au réel, tout à coup, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est cet méta-environnement ici qui aide. Donc, il y a la réalité, mais il y a la réalité qui est aussi un peu surréelle. Donc, on a un pied dans les deux camps, réalité, abstraction. Voilà. Alors, donc, on va passer à l'écoute. Et je vais vous passer, si le temps, j'ai une œil sur le temps, attendez, quelques extraits sonores. J'ai employé pas mal de spatialisation octophonique, j'en ai 16. Je vais voir combien je peux vous jouer. Et cette spatialisation se repose sur un fond de son stéréophoniques dans l'espace qui sont fixés. Mais il s'agit d'autres sons, la plupart de sons qui sont différents. Alors, le premier, et vous allez dire, enfin, on écoute quelque chose, c'est... attendez, juste une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça, croisons les doigts. Je vais juste vous jouer un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je ne vais pas forcément vous jouer, vous dire la source, mais c'est un son qui est fait de boules et qui a un sort de profil mélodique en dessous. Il y a une différenciation qui est minime. Je pense que vous écoutez tous les 8 pistes, n'est-ce pas? Sinon, dites-moi. 5 minutes. Ah là là. Alors, je dois me dépêcher. Ah là là. OK. Alors, il y a ça qui est dans le mix. Il y a aussi cela. Alors... un son qui baigne, qui est dans toutes les pistes. Oui, ça c'est assez abrupt, désolé. Je ne vais pas vous dire la source non plus, mais il y a beaucoup de spectres harmoniques et aussi un sort de frottement qui se répète, parce que le spectre harmonique tout seul, je pense que ça aura été un peu banal. On n'est pas dans l'Occident ici. La source de ce son n'est pas dans l'Occident et je pense que ça s'entend même dans le gel. Alors, je passe au suivant. Il y a ici un son, une trajectoire miroir. Alors là, vous avez la réalité, mais qui n'est pas tout à fait réelle, parce que l'espace du son, désolé, n'est pas réel. Voilà, voilà. Alors, je vous passe la suivante. Donc, ici, il s'agit des oiseaux. Cette section-là est l'éveil de la nature dans la pièce. La pièce s'agit de l'éveil du corps, de l'esprit, de la nature, de la civilisation et de l'âme, tout à fait à la fin. Et cette section-là, cette environnement, s'agit de l'éveil de la nature. Donc, il y a beaucoup de sons de nature, y compris l'oiseau. Alors, un peu simple, mais ça flotte dans l'espace, c'est répétitif. OK. Voilà, on passe au suivant. Alors, bienvenue à ce qui est awkward. C'était très utile celui-là parce que ça introduit, excusez-moi, ça introduit la section, un son qui a une spatialisation un peu étrange et laide, peut être très, très utile. Donc, ne jetez jamais les choses que vous pensez sont laides. Ils sont parfois vraiment le bijou. Alors, il y a ici un son qui a deux spectres qui changent, qui bougent de façon avec de vitesses différentes. Comme vous entendez, il y a pas mal de sons qui ont des trajectoires et d'autres qui n'ont pas de trajectoire. Alors ici, il y a un son qui est, voilà, un son grave, qui est filtré et qui passe. Donc c'est comme une sorte
lézard ou bien une bande de laine qui couvre le sol. Alors ici, il y a la spatialisation comme l'oiseau. Ça va arriver. C'est presque symphonique, comme les ailes d'un oiseau qui se lève. C'est un peu faible, n'est-ce pas? Si c'est possible. Ensuite, voilà, ça c'est une combinaison de réel et non réel. Merci. Voilà. OK. Ensuite, un son d'une rotation. Alors, celle-là, j'aime bien. Ce n'est pas un pivert, mais ça fonctionne comme un pivert. Je peux vous parler de le changement de fonction après, parce que ça va prendre trop de temps, mais pour moi, j'emploie beaucoup de sons qui fonctionnent comme d'autres sons, ou bien qui fonctionnent comme des autres choses en dehors d'une pièce, ou bien le son dans lequel leur comportement est changé vers quelque chose en dehors de la pièce. Voilà. Alors, ensuite, il y a quelque chose laid qui parle. On peut dire, mais c'est très intéressant celui-là. Il y a un autre son tonique avec un auteur qui termine la section. Voilà, je vais l'arrêter. Alors, il y a un ici que j'adore. C'est très simple, c'est une percussion résonance. Mais écoutez bien, il n'est pas sur le 8 canaux. Il est sur 1, 2 et 5 et 6. Il est gelé en plus, il est fragmenté. Excusez-moi, fragmenté. Et on peut dire, mais pourquoi mettez-le sur 1, 2 et 5 et 6? Parce que justement, laissant 4 canaux en plus libres donne l'impression que le son occupe l'espace, mais n'envahisse pas l'espace, tout à fait. Il est très utile et il est employé dans le début de la section. Alors, ici, il y a de voitures et d'oiseaux. OK. Alors, ici, je vais vous dire ce que j'ai fait avec un son gelé. Vous pouvez changer l'amplitude. Beaucoup. Vous pouvez faire des choses carrément. Ça dépend de l'énergie à l'intérieur du son. Et c'est un son d'un hélicoptère qui est gelé. Voilà. Et il y a. Oh, excusez-moi, Jean-Baptiste, j'ai perdu la mémoire. Oh non, ça va. Non, le memory markers. OK, non, pardon, ça va. C'est juste une question de l'écran que j'ai couvert de l'écran. Alors, il y a les langues de flamme ici. Alors, non. Ça c'est pas ça. C'est a ghostly freeze. Donc, c'est quelque chose une apparition, une fantôme qui est gelée. Ici, vous avez le langue. Donc, c'est un peu comme. Je l'entends comme 1000 langues par terre. Mais c'est très intéressant. Celui-là, on peut dire, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait une texture. Alors, ici, il y a un son que j'adore. C'est le caoutchouc sonorisé. C'est nubile. Je l'adore. Et il n'est pas régulier, il change. Je peux vous montrer la disposition des enceintes par après, mais ça va suivre dans l'article. Et alors, il y a une petite chose, c'est que j'ai toute une série de sons qui sont préparés dans le canot stéréophonique. Je n'ai pas le temps pour ça, mais ce que je vais quand même vous faire entendre, ce sont 2 extraits, et puis et je pense que tout le monde sera très heureux que je termine. Un mix de canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 4 paires stéréo.
vous pouvez dire à quoi ça sert. Ça sert comme la base sur laquelle les spatialisations sont faites. Alors, attention, je l'ai mis à 0 dB. Donc, si c'est trop fort... oui, il peut descendre le niveau. Merci. Attends, on va voir. Donc, ce n'est pas à 0 dB dans la pièce. C'est parce que si c'était à 0 dB, vous serez choqué. Et j'ai dû vraiment réduire et mitiger la courbe de volume. Mais ça vous donne un secret, un regard, un secret compositionnel. C'est comme si je travaille sur un bijou de Fabergé, egg, un œuf, et je vous montre l'œuf en construction. Voilà, alors, vous allez écouter ici attendez, voilà, ça va arriver. C'est numéro 9, sur les 9. Attendez, où est... Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a un problème, Jean-Baptiste, je n'arrive pas à accéder au numéro 109. 109 109, il est trop bas. Il est trop bas et on ne peut pas le monter. Là, on peut faire rouler comme ça. 109. Mais c'est en dessous de 110. C'est en dessous de 110. Mais si on va à 107... Attends, laisse-moi... Voilà, on va là, et puis on va... Excusez-moi, il y avait un petit problème de... ici, 109. Voilà, on y est. Alors, tout le canot stéréophonique ensemble. Alors, on va faire attention. Ça, c'est la base. Il y a beaucoup de sons qui sont repris dans d'autres canaux, mais puisque le mix est différent, entre le canot, vous allez l'entendre différemment. Je peux vous en parler par après. Et voilà, vous avez la base de la nature qui s'éclate, qui s'éveille. Et l'oiseau en toute forme, réelle et surréelle. Et voilà, et pour terminer, je vais vous jouer l'extrait de la pièce à laquelle tous ces sons correspondent. Alors, je vais trouver 111 et puis c'est fini. 111. Attendez, je vais tourner à 0. Voilà, c'est ici. Alors, le début est un peu rude, désolé, mais je vais vous jouer toute la section de l'éveil de la nature. Alors, avec toutes les spatialisations et sons fixes.
dernier. Bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions?